Bonjour tout le monde. La France et les fortifications, c'est une longue histoire, de Vauban à la ligne Maginot. Mais du XVIIe au XXe siècle, tout va changer, avec la bien moins connue ligne serrée de Rivière. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de l'histoire de la fortification en France, depuis le XVIe siècle, et de nous concentrer plus amplement sur la ligne serrée de Rivière, grâce aux forts d'Uxonnier et de Bois-l'Abbé. Ces deux ouvrages nous sont gentiment ouverts par l'ARFUP, l'association qui gère la restauration de ces forts, et que je remercie naturellement. Je vous propose un voyage de plus d'un siècle dans le passé. Si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Bonne vidéo à tous. De juillet 1870 à janvier 71, le Second Empire français est en guerre avec différents États allemands dirigés par la Prusse. Les raisons qui ont poussé à ce conflit sont multiples et sont évoquées dans ma vieille vidéo sur l'évolution technologique de l'armement, partie 1. Mais en bref, l'Empire français ne souhaite pas qu'un membre de la famille royale de Prusse, les Hohenzollern, ne monte sur le trône vacant espagnol, et le fait savoir. Mais même si la France obtient ce qu'elle veut, le chancelier allemand Otto von Bismarck transforme cela en un véritable affront qu'il sait impossible à supporter pour les Français. La guerre éclate, déclarée par ces derniers. Mal préparés, isolés diplomatiquement et en infériorité numérique, ils sont ainsi défaits rapidement et les épisodes héroïques ne permettent pas d'éviter la chute du Second Empire et l'humiliation de la défaite. L'armée française, à la suite de sa défaite et du traité de Francfort de 1871, doit repenser toute sa défense et faire évoluer sa doctrine. La doctrine militaire de la Troisième République, elle est fondée sur d'abord une opposition à la doctrine de la guerre de 1870, puisque pendant la guerre de 1870, l'armée française s'est essentiellement enfermée dans des places fortes, que ce soit les plus connues, Paris, Metz, Strasbourg, Bitche, et pour des résultats négatifs. Certes, quelques places ne sont pas tombées, mais c'est pas pour autant que la guerre a été gagnée grâce à cette stratégie-là. Donc il y a vraiment un contre-coup après la guerre. Si on a perdu, c'est parce qu'on s'est enfermé. Donc maintenant, il faudra, à la prochaine guerre, passer à l'offensive. Alors ça commence déjà dès les années 70, cette doctrine, et puis ça atteint son paroxysme à la veille de la Première Guerre mondiale, ce qu'on a appelé la doctrine de Grand Maison, le lieutenant-colonel de Grand Maison. On va parler même de la furie de l'offensive, la folie de l'offensive. Bon. Mais on est conscient du fait qu'avant de passer à l'offensive, il faut concentrer les armées. Et pour concentrer les armées, il faut être en quelque sorte tranquille. Donc si on est sous le feu de l'ennemi, c'est pas possible. Il faut faire venir les troupes du Midi, du Sud-Ouest, de la Bretagne. Ça prend 2-3 semaines. La nouvelle frontière, due à la perte des territoires d'Alsace-Moselle, rend cette nouvelle volonté difficilement accessible. C'est le général Raymond Adolphe Serré de Rivière qui expose cette faiblesse dans son exposé où il présentait la nécessité de mettre en chantier un système défensif apte à nous rendre le sentiment d'une sécurité qui n'existe plus. Pour obtenir une concentration optimale, pour que les troupes soient tranquilles, protégées pendant le moment où elles se rassemblent, avant de passer à l'offensive, on a cette idée de créer un rideau défensif, donc de forts, auquel le général Serré de Rivière attache son nom, puisque c'est lui qui est à l'origine de ce plan d'ensemble, même s'il a évidemment de nombreux collaborateurs autour de lui. Donc on va protéger cette armée française derrière des places fortes et des forts qui entourent ces places fortes. Et dans les endroits où on est trop éloigné d'une place forte, on a un certain nombre de forts d'arrêt, comme on les appelle, qui sont par exemple au débouché d'une vallée ou dans un endroit où l'ennemi est quasiment forcé de passer. On décide aussi de laisser quelques endroits libres de forts pour attirer les ennemis, par exemple la trouée de Charmes en Lorraine. On voudrait attirer l'armée allemande dans cette trouée pour pouvoir ensuite la prendre dans une nasse et détruire une armée, une division, plusieurs divisions. Ce système de défense, la ligne serrée de Rivière, construite à partir de 1874, fut en constante évolution jusqu'à la Première Guerre mondiale en 1914, notamment pour mettre à niveau les défenses vis-à-vis de l'armement de plus en plus dévastateur. La ville d'Épinal est choisie comme place forte de première importance, au même titre que Toul, Belfort et Verdun. Son positionnement stratégique
permet d'une part de fermer le sud de la Trouée de Charmes et le nord de la Trouée de Belfort, et d'autre part de couvrir les lignes de la Moselle et des monts Fossy au nord et à l'est. Mais la première ligne de fort, ainsi que la seconde, tournée vers l'Allemagne et l'Alsace, semble laisser un pan entier de frontières vulnérables. Au nord, seuls des forts d'arrêt sont prévus devant la Belgique, alors neutre, comme si toute l'attention était concentrée à l'est du pays. Mais était-ce vraiment le cas ? Est-ce que les Français étaient conscients du fait que les Allemands pourraient passer par la Belgique ? Bon, dans les livres peu informés, on aime bien se moquer de l'armée française en disant qu'ils n'avaient même pas pensé que bien sûr que si, les Français avaient évoqué un certain nombre d'hypothèses. Une hypothèse qui est travaillée dès les années 1870, c'est le fait que les Allemands passeront par la Belgique neutre pour contourner justement le système qui est en train d'être mis en place. Et de toute façon, on contournait les places qui existaient déjà avant Serré-de-Rivière. Il y avait déjà des fortifications, des concentrations de troupes à l'est de la France, pour pouvoir fondre sur Paris et aussi éventuellement déborder jusqu'à la mer et couper un éventuel secours britannique. Bien sûr, on n'est pas encore dans l'alliance franco-britannique à l'époque, mais on essaye de voir toutes les hypothèses possibles. Donc les Français ont pensé soit que la Belgique pouvait s'allier aux Allemands, bien que neutre, soit plus probable que les Allemands violeraient la neutralité belge. Alors là, il y a un petit halo de mystère autour de tout ça. On a un personnage assez mystérieux qui est appelé le Vengeur. Donc ce serait un officier d'état-major de l'état-major prussien qui, en 1905, aurait amené sur un plateau la version de l'époque du plan Schlieffen pour, d'où son nom, se venger de ses supérieurs qui ne l'avaient pas évalué à sa juste valeur d'après lui et qui ne l'avaient pas fait monter assez vite dans la hiérarchie. Selon certaines versions, ce serait un Alsacien ou un Lorrain, mais ça reste quelque chose d'assez trouble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès cette époque, les Français ont une idée du plan Schlieffen et ils ont bien compris que la Belgique serait violée. Et on pense aussi, c'était d'ailleurs prévu dans les premières versions du plan, que les Allemands pourraient même passer dans le sud des Pays-Bas, dans le Limbourg, pour accentuer leur mouvement vers la mer. Et donc on se prépare à cela, et c'est pour ça que les places de seconde ligne ont une certaine importance tout de même. Je parlais de Reims, mais aussi on s'intéresse à Lille, à Maubeuge, au cas où les Allemands pourraient éventuellement arriver jusque-là. Épinal est également le centre ferroviaire vosgien, ce qui en fait un nœud de communication intéressant dans la défense de la région contre des éventuelles attaques venues d'Alsace. Aujourd'hui, la place forte d'Épinal comprend parmi d'autres le fort d'Uxenier, construit de 1882 à 1884 au nord-ouest de la ville, et qui compte parmi les ouvrages de la ligne les mieux conservés de France. Ce fort fut en l'occurrence constamment amélioré jusqu'en 1914. Un kilomètre plus loin à l'est se trouve le fort de Bois-l'Abbé, construit de 1883 à 1885. A l'inverse du précédent, son état n'a jamais évolué après sa construction, et il est resté en l'état jusqu'en 1914. Ces deux ouvrages se situent au nord-ouest d'Épinal. Leur objectif est de protéger différentes voies de communication telles que la voie ferrée vers Nancy, le canal de l'Est et la route vers Mirecourt, au cas où une attaque ennemie tenterait de contourner la ville d'Épinal. Ainsi, ces forts construits durant la même période nous paraissent aujourd'hui très différents, ce qui nous permet de constater l'ampleur des évolutions technologiques ayant eu lieu dans bon nombre de domaines, tant dans l'architecture militaire que dans l'armement entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale. Cela nous permet alors de comprendre les changements dans la doctrine militaire française. Mais voilà, les lignes de Vauban au XVIIe siècle et la ligne Maginot durant l'entre-deux-guerres sont très différentes. Et on peut alors se poser la question, où se situe la ligne Serré-de-Rivière ? Plutôt Vauban ou plutôt Maginot ? La défense du territoire est un enjeu du pouvoir politique. Mais pour être en mesure de protéger un territoire, il faut encore le contrôler soi-même. Ainsi, à l'époque médiévale, la mise en défense dépend des pouvoirs locaux, le roi ne s'occupant que de son propre domaine, les seigneurs, parfois les villes elles-mêmes, devant payer et construire leurs fortifications. On peut citer le château d'Épinal dont la construction a été entreprise par l'évêque de Metz Conrad de Scharfenberg entre 1213 et 1224, mais il a été terminé par l'évêque Jacques de Lorraine entre 1239 et 1260. Il a été construit à l'emplacement d'un ancien château en bois sur un éperon rocheux appelé l'Épine gréseuse. La ville est encerclée par une forte muraille, rejoignant l'édifice sur son épine.
L'architecture polygonale sous la forme d'un Bergfried est typique de ce que l'on retrouve dans l'Empire, où se situait la ville au sein du duché de Lorraine. Ce n'est qu'une fois le territoire entièrement sous l'autorité d'un gouvernement plus centralisé qu'il devient possible d'ériger des fortifications plus imposantes, car les pouvoirs qui incombaient aux seigneurs locaux sont désormais entre les mains du roi. On trouve parfois des fortifications qui sont une sorte d'agglomérat de toutes les périodes, notamment ici au fort de Ratonneau, au large de Marseille. D'abord construit à la toute fin du XVIe siècle, durant le règne d'Henri IV, ce fort profite de la dynamique de fortification française de Serré de Rivière et obtient une rénovation complète dans la décennie 1880. Il termine son histoire avec un important chantier organisé par les nazis, jamais terminé mais encore bien visible. La centralisation du pouvoir fut une longue course menée par le roi contre les nobles du XIIIe siècle jusqu'au règne de Louis XIV au XVIIe siècle. C'est durant le règne de ce dernier que la première fortification nationale vit le jour sous la direction du célèbre Vauban. De son nom complet, Sébastien le Prestre de Vauban, ingénieur, architecte militaire et même maréchal de France, né en 1633 et mort en 1707. C'est durant le règne de Louis XIV que la France connut l'une de ses plus grandes périodes guerrières, et les ennemis du pays étaient nombreux, l'Angleterre, l'Autriche, les Provinces-Unies, la Prusse et leurs alliés. Si Louis XIV est quasiment tout le temps à l'offensive, la France n'en reste pas moins attaquable. Et la frontière, celle du nord-est, n'est pas complètement fixe et ses places fortes ne sont pas homogènes. Ainsi, afin de consolider la défense de façon efficace, Vauban va être chargé de réaliser un ouvrage défensif titanesque qui comportera au maximum plus de 150 places fortes, réparties sur toutes les frontières du pays, ainsi que sur ses façades maritimes, afin d'empêcher la puissante Royal Navy britannique de préparer d'éventuels débarquements. Les fortifications de Vauban, reconnaissables entre mille, découlent de plus de 100 ans d'évolution de la polieurstétique, l'art de la prise ou de la défense d'une ville fortifiée. Le développement de l'artillerie rendant les fortifications médiévales obsolètes. Cette nouvelle donne impose aux ouvrages de nouvelles formes, n'offrant aucun mur droit aux canons ennemis et aucune structure élevée. C'est de là que se met en place la fortification en étoile et les plans bastonnés, permettant de dévier les boulets. Cette architecture est notamment élaborée en Italie à partir du XVIe siècle et vont plus tard se rajouter d'autres structures comme les demi-lunes et les contre-escarpes. Si ces nouveautés architecturales apparaissent en Italie, c'est notamment à cause des nombreuses invasions françaises dans la région, dont les forces disposent d'artillerie moderne et puissante entre 1494 et 1515. Ce sont d'ailleurs ces incursions qui permettent aux Français d'entrer en contact avec les idéaux de la Renaissance. Nous nous trouvons devant la forteresse de Basso à Florence. L'édifice construit entre 1534 et 1537 fait partie des fortifications de la ville. Un siècle avant Vauban, cette fortification englobe déjà toutes les techniques de fortification citées précédemment et qui se sont développées durant l'ensemble du XVIe siècle. On retiendra la forme particulière de l'édifice de ce côté, afin de ne pas empiéter sur la ville. C'est un bastion plutôt original qui est implanté afin de servir de plateforme de tir. L'ouvrage est prévu pour contrer les invasions extérieures, mais la famille de Médicis, qui connaît divers remous au sein de sa propre ville, a également construit l'ouvrage afin d'éviter, ou plutôt de se protéger, des divers soulèvements populaires qui sont allés contre son pouvoir. C'est donc après toutes ces mises au point technologiques et architecturales qu'est érigée la première grande fortification française sous le règne de Louis XIV, Vauban et sa ceinture de fer, qu'il conçoit pour défendre le précaré français. Sur les 400 millions de francs que coûta le système défensif, plus d'un quart sera consacré à la frontière nord-est, et 15 millions pour la place forte d'Épinal, ce qui en fait la troisième source de dépenses sur le secteur après Verdun et Belfort, toutes deux coûtant au final 18 millions de francs. Ces chiffres ne nous parlent pas vraiment. Aujourd'hui, il est très difficile de ramener cette somme en euros, mais on peut se donner une idée de ce qu'elle représente sur le budget militaire français de l'époque, correspondant à 1200 millions de marques or à la veille de 14-18. Converti au franc germinal avec son taux de 1913, cela correspondrait à 1500 millions de francs or. C'est donc pas moins de 26% de l'équivalent du budget militaire français de 1913 qui aurait été utilisé pour construire l'ensemble. Naturellement, cette comparaison est peu précise et sa portée limitée, puisque ce prix total correspond à 40 années de construction continue, à des époques où le budget était lui-même moins élevé. Néanmoins, Épinal apparaît comme une place d'importance capitale. Les premiers forts sortent du sol à partir de 1876 au nord-est de la ville, les plus importants.
L'approvisionnement des différents ouvrages s'effectue via un chemin de fer à partir de 1888, une voie qui ne cessera de s'étendre pour atteindre 120 km. En tout, la place comptait 16 forts dont 5 modernisés, mais également 70 batteries d'artillerie et un grand nombre d'autres ouvrages. Épinal pouvait servir de lieu de concentration de troupes pour 60 000 soldats, d'où ils pouvaient partir jusqu'à la ligne de front. Le fort d'Uxenier est un de ces ouvrages à la pointe de la technologie lorsque la Première Guerre mondiale débute. C'est grâce à lui qu'il nous est possible de voir comment la défense s'est mise au niveau de l'armement moderne. Le fort de Bois-l'Abbé, lui, ne fut pas amélioré. Cela nous permet de comparer les deux ouvrages dans leurs architectures et dans leur armement, et de comprendre comment l'armée s'est adaptée à ces changements pour que la ligne serrée de rivière soit toujours aussi efficace à la Première Guerre mondiale. La décennie 1880-1890 est une période de forte découverte dans de nombreux domaines, et c'est rapidement que les ouvrages de la ligne serrée de rivière, construits entre 1874 et 1885, se retrouvent obsolètes, incapables de résister à la puissance des nouveaux armements. Mais justement, quelles sont ces technologies ? En voici certaines ayant le plus causé de tort aux ouvrages construits de 74 à 85. Les canons n'évoluent pas de façon significative. Le rechargement par la culasse et les rainures se sont largement démocratisés durant le 19e siècle, rendant le chargement plus rapide et les tirs plus précis. Mais ce sont des projectiles eux-mêmes que naîtra le véritable danger pour les fortifications. Dès 1880, les obus sont désormais pourvus de fusées chronométriques, un système permettant de contrôler l'explosion de l'obus avant son impact, permettant de bombarder la cible de shrapnel par exemple. En 1884, c'est l'ingénieur et chimiste français Paul Vieille qui met au point une poudre sans fumée. Dans les années 1880, on parle d'une révolution technique dans le domaine des explosifs et des obus. Donc l'explosif dit mélinite, du nom du ministre Jules Méline, ce qu'on appelle aussi l'obus torpille, et la poudre B, du nom de général Boulanger, mais qu'en fait est inventée par l'ingénieur des poudres et salpêtres, comme on disait, Vieille. Donc cette poudre sans fumée révolutionne le champ de bataille, parce qu'autrefois, au bout de quelques coups de canon, il y avait une espèce de halo qui faisait que c'était moins facile de viser, de tirer sur l'ennemi. Là, maintenant, on peut tirer sur l'ennemi tout le temps. Et puis pour les forces, c'est une véritable révolution, parce qu'avant, on ne pouvait pas utiliser un certain nombre de pièces dans des endroits confinés, parce que les servants auraient étouffé. Maintenant, avec cette poudre presque sans fumée, ça devient possible, donc ça change tout. En même temps, ou presque, il y a cette obus torpille, donc le meilleur des obus perce la meilleure des défenses. Donc c'est toujours l'épée et le bouclier a toujours un temps de retard, et apparemment ça sera toujours comme ça. Et la mélinite qui a un pouvoir de fracturation, si on peut dire, du mur, du fort, qui est décuplé par rapport à ce qui existait avant. Alors, on travaillait là-dessus depuis un certain nombre d'années, mais les gens qui construisaient le système serré de rivière n'ont pas vu venir cette révolution. Comme souvent, les révolutions surprennent. Et donc, en quelques mois, un certain nombre de forts étaient totalement obsolètes, bien que souvent flambant neufs. Donc, il y a eu tout un système de renforcement de ces forts, qui n'était pas achevé d'ailleurs en 1914, en utilisant notamment le béton, mais aussi d'autres moyens pour essayer de conserver tout de même ce qui avait coûté très très cher et qui, on ne se résolvait pas à jeter à la poubelle au bout de 10 ans. Donc, et ces forts, pendant la guerre, ont montré tout de même qu'ils ont eu une certaine utilité, notamment à Verdun, comme pivot de la défense, et certains d'entre eux sont devenus évidemment très célèbres, comme Vaud, Douaumont, quelques autres Souville, quelques autres. Tout cela permet la mise en place d'obus nouveaux, très destructeurs. Et de nombreux pays européens vont adopter ces nouvelles techniques très rapidement. Des tests réalisés en 1886 sur le fort de la Malmaison près de Laon ont montré toute l'efficacité de ces nouveaux obus et explosifs. Ces derniers verront leur conception évoluer pour faire face à cette nouvelle puissance.
Le fort de Bois-l'Abbé est obsolète à la suite de la crise de l'obus-torpille et il n'est pas jugé utile de l'améliorer. Lui qui ne devait être qu'une batterie d'artillerie au final, conserva donc son état originel. Et c'est ce que l'on va voir tout de suite. On remarque déjà la large cour intérieure, peu pratique en cas de tir d'obus fusant. Il suffit d'imaginer simplement si une pluie de shrapnel s'abattait ici alors que des dizaines de soldats pouvaient s'y trouver. Les façades du fort de Bois-l'Abbé, toujours dans leur maçonnerie d'origine, sont l'un de ces vestiges du plan original. On retrouve également une trace de ces façades sur l'ouvrage d'Uxonier, mais celles-ci ne sont pas visibles de l'extérieur, cachées par d'autres constructions plus tardives. Une première phase d'amélioration a lieu à partir de 1893 et elle va rajouter une couche de béton spécial. Ce béton se reconnaît facilement grâce à la ligne rouge caractéristique qui est apposée sur les murs où il a été coulé. Certaines pièces telles que le magasin à poudre, quelques chambrées, une citerne d'eau et l'entrée sont concernées. C'est ensuite une seconde vague d'amélioration rajoutant plusieurs éléments en béton armé qui débute en 1911 et qui continue jusqu'en 1914. Non terminée puisque pour des raisons évidentes, l'argent fut redirigé autre part. Cela induit des projets non terminés que nous aborderons plus tard. Mais l'évolution dans l'architecture ne se résume pas à des rajouts au mur. Il y a également des traces de réagencement assez importants dans l'espace, dans et autour du fort, notamment par le rajout de fortifications en béton armé, telles que les casemates de Bourges. Cette dernière période de changement Transforme drastiquement l'entrée du fort, qui arborait une forme très différente sur les plans, tel que celui de 1896, et qui explique la route actuelle en arc de cercle, à la place du mur en maçonnerie d'origine. Enfin, le début de la guerre stoppa des projets dans l'œuf, et un pan entier de fortifications prévu au sud ne vit jamais le jour. Cela laissa un mur partiellement disloqué pour permettre a priori le creusement d'un tunnel souterrain qui aurait dû rejoindre cette dite fortification. Dans l'armement, les transformations sont assez visibles également. Le fort de Bois-l'Abbé comporte comme armement des canons Latiol de 95 mm et des canons de 120 mm. Un armement assez classique que l'on retrouve dans de nombreuses autres forteresses de la ligne serrée de Rivière et qui se retrouve aussi au sein du fort d'Uxonier, même après ces diverses restructurations. C'est plutôt l'ajout de nouvelles pièces et de nouveaux mécanismes qui vont achever de faire du fort d'Uxonier un ouvrage prêt à la guerre moderne lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale. Si les canons de 12 culasses se retrouvent également au fort d'Uxonier, ce dernier a tout de même été doté des armes les plus avancées de son époque. Ce dernier fut doté de pièces de 75 mm, canon de campagne redoutable et très évolué en casemate de Bourges lors de la dernière phase d'amélioration. Le canon de 75 est un concentré d'innovation utilisé par l'armée française à partir de 1897. Il permet un tir précis, rapide et discret, dotant le pays de la pièce d'artillerie de campagne la plus efficace de son époque. Ils sont placés ici en casemate de Bourges par paire de deux à partir de 1910. Ce type de fortification doit son nom à son lieu de test, le champ de tir dit du polygone à Bourges. Elle a pour objectif de protéger les précieuses pièces d'artillerie, et on en retrouve deux au fort d'Uxonier à partir de 1910. Mais c'est une toute autre innovation qui va achever de faire de ce fort l'un des mieux équipés de la ligne en 1914. Ce sont les 4 tourelles à éclipse, rajoutées entre 1910 et le début de la Grande Guerre, qui rendent en effet redoutable l'armement du lieu. Les deux premières sont 2 tourelles armées de mitrailleuses Hotchkiss, modèle 1900 jumelées. Leur rôle était de protéger le fort des attaques de l'infanterie ennemie. Le mécanisme activé par un contrepoids pouvait soulever les tourelles de 25 tonnes en 4 secondes, et chacune des mitrailleuses pouvait tirer environ 700 coups par minute sur les assaillants. On compte ensuite une tourelle de 75 mm modèle 1905, armée de 2 canons de 75 jumelés et raccourcis. Son fonctionnement est sensiblement le même que celui des tourelles de mitrailleuses, à la différence que l'imposante coupole d'acier, ainsi armée, pèse 135 tonnes. Son emploi différait également, car son objectif était de protéger les intervalles entre les forts et d'effectuer des tirs de contre-batterie sur plus de 8 km. Petit détail très intéressant et objet totalement d'époque, cet appareil qui permet de couper la mèche des obus afin de déterminer à quelle distance ils doivent exploser. Mais de toutes les armes du fort, celle qui impressionne, c'est surtout la tourelle Galopin 155 mm, modèle 1907, du nom de son inventeur, le général Alfred Galopin. La tourelle Galopin, à l'inverse de la 75 mm, ne comporte qu'une seule pièce d'artillerie.
un 155 mm raccourci. L'armement lui-même n'est pas nouveau, car datant de 1870. ce qui rend ce dispositif impressionnant est sa partie mobile. 2 contrepoids sont nécessaires pour lever l'arme et sa coupole blindée, dont la partie mobile atteint les 150 tonnes, pour un tir rapide jusqu'à 7 km. Sur les 12 exemplaires qui ont été installés sur l'ensemble de la ligne Serré de Rivière, seul subsiste celui-ci totalement fonctionnel au fort d'Uxenier. Bien sûr, les forts de la ligne Serré de Rivière ne sont pas simplement un agglomérat de béton et d'armement. C'est aussi un lieu de vie qui doit permettre d'accueillir plusieurs centaines de soldats. La principale différence entre le système Serré de Rivière et le système Maginot, c'est qu'avant 1914, il n'y a pas de troupes de forteresse. Ce sont les troupes classiques qui, souvent, c'était le cas souvent pour les régiments avaient une partie centrale et puis ils avaient des détachements. Donc certains régiments pouvaient se retrouver parfois dans 7 ou 8 endroits différents et parfois donc, dans des forts. Donc par exemple un régiment qui était stationné à Toul pouvait avoir des hommes dans un des forts autour de Toul, un régiment qui était à Épinal, la même chose. Donc ce n'étaient pas des gens qui étaient spécialisés au départ dans la guerre éventuelle dans un fort, mais qui finalement le devenaient. On utilisait beaucoup les appelés aussi, hein, donc c'était un effectif qui tournait, à part les cadres et les engagés, et ils faisaient des manœuvres régulières. Hein, donc on a des grandes manœuvres de guerre de siège, les plus grandes sans doute de cette période, c'est en 1906, les manœuvres de Langres, donc une place qui n'est pas une place de premier rang, mais une place de seconde ligne, et on a invité là tout le gratin de l'état-major, et bien sûr, comme toujours à l'époque aussi, les observateurs étrangers étaient admis, hein, donc une mission allemande, une mission britannique. Bon. C'était à charge de revanche, hein, puisque les Français assistaient aussi aux manœuvres dans les autres pays. Ça nous paraît curieux aujourd'hui, hein, qu'on invite l'ennemi potentiel, mais c'était comme ça à l'époque. La vie des soldats qui formaient les garnisons de ces forts était assez morne. Bon, de toute façon, une vie militaire est assez morne, hein, on s'ennuie beaucoup, mais eux tout particulièrement parce que, évidemment, le soir, ils étaient souvent assez loin de la ville et ne pouvaient pas même aller au cabaret, comme on disait à l'époque, au bistrot, ou simplement se promener dans les rues. Et donc, c'était pas forcément recherché, mais évidemment, dans l'armée, on obéit. Hein, donc, en temps de paix, donc, ça tournait aussi, hein, c'est-à-dire que ces détachements ne restaient pas non plus pendant des mois et des mois. Une partie du régiment, souvent, les remplaçait. Pendant la guerre, alors, au début de la guerre, ces forts ont été utilisés, hein, même dans la guerre de mouvement, on s'appuyait sur ces forts. On peut citer par exemple le fort de Troyon, dans la région de Verdun et d'autres. Et ensuite, un certain nombre d'entre eux ont été désarmés, c'est-à-dire on a enlevé les canons pour les mettre sur le front. C'est bien connu pour Verdun, hein, qu'à l'été 1915, on a enlevé la plupart des canons qui garnissaient les forts de Verdun, mais si on ne l'avait pas fait, il y aurait eu des critiques aussi parce qu'à ce moment-là, on en avait effectivement besoin ailleurs, notamment pour l'offensive de Champagne en septembre 1915. Néanmoins, on laisse un certain nombre de soldats dans ces forts, hein, y compris ceux qui sont assez loin du front, parce qu'ils servent à des tas de choses, notamment stocker du ravitaillement, parfois ils servent pour les blessés, pour les prisonniers de guerre allemands, ou les internés civils. Mais on y met surtout des territoriaux, hein, c'est-à-dire des troupes qui sont âgées, entre guillemets, 40-45 ans, et qui sont moins alertes que les jeunes de 20 ans pour aller sur le front. Donc ces forts continuent à être importants dans la logistique et ceux qui sont près du front, même dans les opérations, y compris encore dans les offensives de 1918. Offensive allemande d'abord et ensuite contre-offensives alliées. Alors, si nous devions répondre à notre questionnement du début, plutôt Vauban ou plutôt Maginot? Eh bien, il apparaît que le système Serré de Rivière est le parfait entre-deux
entre les deux autres lignes défensives de notre pays. Pour Vauban, les fortifications sont fondamentalement urbaines, centrées sur les villes, qui forment alors des points clés bloquant les points de passage des armées ennemies, qui se trouvent donc obligées d'en faire le siège afin de ne pas avoir de position dangereuse derrière leurs lignes. Ainsi, on trouve des villes nouvelles, édifiées dans l'unique objectif d'être de véritables forteresses, comme la ville de Neuf-Brisach à la toute fin du XVIIe siècle. A l'inverse, la ligne Maginot ne se centre plus sur les villes, elle forme un véritable réseau de casemates, alignés avec la frontière dans diverses régions fortifiées, dont la plus aboutie, celle de Metz. Mais entre ces deux extrêmes, il faut bien un point de bascule, un pivot qui soit en même temps un bout de l'ancien, mais aussi précurseur pour le nouveau. Ainsi, Cérès-de-Rivières apparaît comme cet entre-deux. D'un côté, il conserve la ville comme le centre du dispositif, notamment avec les places fortes, on l'a vu, mais il n'y a plus de murs d'enceinte. C'est bien un réseau de casemates qui est conçu pour protéger la ville, certaines parfois à plusieurs kilomètres du centre-ville. C'est surtout la distance nouvelle que l'artillerie peut atteindre depuis quelques décennies qui impose ce changement. Afin d'éviter que la ville elle-même ne soit confrontée à l'attaque, les casemates sont éloignées afin de permettre plus de sécurité pour les habitants qui seraient restés à l'intérieur. C'est donc sur cela que nous nous laissons. Vous connaissiez Vauban et Maginot, maintenant vous connaissez Cérès-de-Rivières. Un personnage et son œuvre moins célèbre, mais pourtant tout autant importante. Merci de nous avoir écoutés, et à la prochaine. Au revoir.